Bonjour chers amis internautes. Bonjour Dominique, ravi de te retrouver pour ce nouveau chat vidéo. Oui, bien bon, nouvelle édition d'un chat vidéo. On va s'en présenter, hein. Donc à côté de moi, Gilles Dorval. Gilles Dorval, c'est le coach. Allez, vas-y, présente-toi, Gilles. Alors, Gilles Orval, donc je suis entraîneur course hors stade 3e degré FFA. À côté de ça, je suis le créateur et le responsable du site Conseil Course à Pied, qui est visité chaque jour par plusieurs milliers d'internautes. Allez, tu peux dire des chiffres, hein. Au moins 10 000 visiteurs. Et puis là, je travaille aussi sur un nouveau projet qui sera mis en ligne, on va dire, mi-mai, mais bon, voilà, j'en parlerai un peu plus tard. Voilà, donc c'est le coach Gilles Dorval. Moi-même, Dominique Chevelier, donc je suis un petit peu l'ambassadeur, le runner de chez Oversteam, donc une carrière qui a duré très très longtemps, hein. J'ai démarré le marathon très jeune, à 23 ans. J'ai fait près de 100 marathons. Mon record, c'est 2 heures, 11 minutes et 24 secondes. Pour une heure d'idée, j'étais très très régulier. J'ai fait 30 marathons à 2 heures, entre 2h17 et 2h11. Hein, vous voyez, donc j'étais plutôt habitué au haut niveau. Plusieurs fois champion de France, les Jeux Olympiques, donc un petit peu le monsieur marathon. Allez, je me lance des fleurs. Et puis actuellement, avec 2h11, tu serais encore dans les tout meilleurs français. Ouais, bon là c'est un autre débat, hein. Le marathon français c'est un petit peu en difficulté, c'est dur, hein. C'est un sport très populaire, vous êtes nombreux à participer sur toutes les courses. Alors je vais dire, on court de plus en plus, mais au niveau élite, alors je parle de élite régionale, nationale et internationale, c'est vrai que c'est assez moyen pour actuellement. Mais voilà, la FFA vient d'instaurer un ambassadeur, Philippe Raymond, hein, qui est aussi un personnage incontournable du running, hein, qui a été plusieurs fois champion de France de marathon, qui a gagné 9 fois le marathon du Médoc, voilà, ça c'est le petit clin d'œil, qui a déjà fait 11e au cheval du monde. Donc Philippe Raymond vient d'être nommé ambassadeur du marathon français pour essayer de créer une dynamique. Allez, un peu le style Yannick Noah, la Coupe Davis de tennis. Voilà, Philippe Raymond aura plutôt un rôle d'ambassadeur que de coach. Alors, donc l'objectif aujourd'hui, c'est donner les conseils à l'approche du marathon. On est à 2 semaines et demie là, du marathon de Paris. Donc, oui, on est là un petit peu en gros pour vous parler du marathon de Paris. Alors naturellement, à cette époque-là, vous avez aussi le marathon de Nantes et d'autres marathons. Un petit peu plus loin, vous avez le marathon de Sénart. Alors on part du principe que c'est le marathon de Paris, mais voilà, c'est valable pour tous les marathons de printemps. Donc à 15 jours de la préparation, à 15 jours de la course, on arrive dans la dernière phase de la préparation et puis on peut estimer que la préparation est quasiment finie. Il va rester peut-être une dernière vraiment séance, vraiment une sortie longue de 2 heures ce week-end. Et puis ensuite, on va aller avec un kilométrage qui va aller en diminuant. Ouais, souvent je dis à J-15, les jeux sont faits. Voilà, vous êtes testé, vous allez faire votre dernière longue sortie, vous avez fait votre semi-marathon, alors allure marathon ou allure compétition. En général, les jeux sont faits. Maintenant, vous allez soigner les détails, vous allez entretenir un petit peu vos allures, mais les jeux sont faits. Justement, on va venir comme ça, on va vous préciser jusqu'au jour J un petit peu tout ce qu'on peut faire dans les 15 derniers jours d'un marathon et surtout la dernière semaine. Oui, et puis là, tu viens évoquer un terme, le terme d'allure. Pour moi, c'est peut-être l'élément le plus important là sur les 15 derniers jours, c'est vraiment valider son allure marathon. Parce que là, on a la préparation, on commence à avoir pas mal d'indicateurs qui nous disent si on est trop vite, trop rapide. Et puis, il faut être sûr du projet dans lequel on va se lancer le jour de la course. Donc, les dernières sorties, notamment celle de ce week-end, va être importante. La séance de ce week-end va être importante pour vraiment valider son allure, voir si on est trop rapide, voir si on est trop lent. Alors, suivant votre niveau, naturellement, une allure marathon, pour moi, c'était une allure très 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 vite. Pour vous, des fois, il n'y a pas trop de différence avec votre allure d'échauffement. Mais par exemple, votre dernière longue sortie de dimanche, ça peut être une heure à une allure basique et terminer la deuxième heure à l'allure marathon. Ou si vous avez un petit peu peur, vous faites 2 fois 30 minutes à votre allure marathon. Et là, vous en profitez de tester tout ce qui est possible, imaginable. Le matériel et naturellement les fameux gels que vous allez prendre pendant la course, le bidon, etc. Donc, tester un petit peu tout le matériel lors de cette longue sortie, ça vaut le coup. Oui, et puis quand tu parles de tester, c'est vrai, c'est vraiment aussi une révision générale de tous les éléments qu'il faut maîtriser le jour de la course. Donc le matériel, le petit déjeuner aussi, hein, on évoquera tout à l'heure le petit déjeuner le jour de la course, mais ce qu'on va faire le jour de la course, c'est ce qu'on aura déjà préparé et répété le jour des voilà, la longue sortie de dimanche prochain, J-15, vous allez la faire à peu près à 9h du matin, en gros, hein, et puis on se met dans la configuration du marathon de Paris. Voilà, il fait un petit peu frais au départ, tant pis, on se découvre, enfin on y va. Et surtout, on néglige pas tous ces ravitaillements, alors, parce que votre longue sortie va durer en gros
suivant vos habitudes, entre 2 heures jusqu'à 2h30, qui est un grand maximum d'après moi. 2h, 2h15, c'est bien. Mais je ne veux pas vous faire changer vos habitudes non plus. Ouais. Et puis, lors de la sortie longue, tu disais, moi c'est vrai, c'est un schéma qu'on utilise assez souvent à 15 jours de la course, 3 semaines, 15 jours de la course. 1 heure de footing tranquillement pour se mettre en route, et puis après une heure à son allure marathon. Et souvent, l'indicateur que je donne moi aux coureurs, c'est à la fin de cette deuxième heure, il ne faut pas que vous dépassiez 85% de votre fréquence cardiaque maximale, sinon vous êtes sans doute sur un rythme un peu trop élevé et vous risquez de le payer en fin de course, quoi. Bah ça, vous le voyez vous-même à votre essoufflement. Si vous avez un cardio-fréquence-mètre, vous allez bien voir les pulsations qui vont monter. Vous n'êtes pas là pour faire un contre-la-montre ou de dire tiens, je vais faire la meilleure heure possible. On est vraiment sur des allures marathon, et même s'il reste encore 3 ou 4 km, eh bien, on ne cherche pas à faire un chronomètre. Oui. Alors moi, au niveau, vous voyez, pour faire du 2h11, 2h12, alors je parlais 30 km, mais moi, pour moi, 30 km, c'était à peine 2 heures. Donc je faisais 20 km lents et 10 km assez vite, allure marathon, voire un petit peu plus. Voilà, mais on revient toujours dans le même principe, du lent et du spécifique derrière. Ensuite, une fois qu'on aura passé ce week-end, la dernière sortie longue, ensuite le kilométrage va aller en diminuant, parce que le principe, ça va être d'essayer de permettre à l'organisme de commencer à récupérer une partie des efforts qu'il a consentis tout au long de la préparation. Parce qu'une préparation de marathon, c'est fatigant, tu en as fait plusieurs. C'est fatigant, c'est stressant, et puis il ne faut pas oublier on embête un petit peu toute la famille, le boulot et tout avec notre marathon depuis. Ça fait 2 à 3 mois qu'on se prépare pour cela. Donc ça y est, on lève le pied. En gros, cette semaine-là qui arrive, ça va être peut-être divisé par 2 votre entraînement. La dernière semaine, je dis si vous étiez à 80 km, peut-être que vous allez passer qu'à 40 ou 50 km, et la semaine du marathon, eh bien encore moins. Donc c'est vrai que l'idée c'est ça, c'est de diminuer progressivement son kilométrage. Et puis, ne surtout pas culpabiliser de ne pas faire un volume d'entraînement habituel. Au contraire, c'est plutôt une bonne nouvelle. Certains, beaucoup de coureurs gagneraient même à laisser leurs chaussures au placard la dernière semaine. Vraiment, je le dis partout, je l'ai dit encore dans mon dernier édito dans Jogging International. Les 15 derniers jours, c'est là qu'on peut tout perdre. Et vous voulez toujours vous rassurer, la dernière longue sortie que vous allez faire à J-7, on va en reparler tout à l'heure. On veut voir encore dans la semaine avant le marathon de faire des lignes droites, des accélérations pour voir si les jambes tournent bien. Non, là, c'est fini, les jeux sont faits. Alors, il faut être fort dans sa tête. C'est-à-dire, vous êtes bien préparé, vous êtes sec, vous avez perdu quelques kilos, vous êtes bien affûté. Et puis, d'un seul coup, on vous dit, divisez par 2, relâchez l'entraînement. Puis ça perturbe un peu. Vous pouvez peut-être prendre 1 kilo, vous dites mais c'est pas possible, je me suis asséché et puis maintenant je prends un petit peu de poids. Mais vous inquiétez pas, tout ça c'est des réserves d'eau qui vous serviront pour le 30-35e kilomètre et surtout cette fraîcheur physique que vous aurez besoin au 30e kilomètre, 35e kilomètre. Là, tu viens d'évoquer à J-7, la dernière sortie longue. C'est vrai que le dimanche, qui précède la course, vous pouvez faire une dernière sortie qui va aller à 1h15, 1h30, grand maximum. On ne cherche pas aller plus loin. Voilà, on répète, J-7, et on est dimanche. On ne fait plus de longues sorties, on va dire une moyenne sortie. Allez, 1h15 pour moi. 1h15, allure basique. On cherche à ne plus rien développer. Alors éventuellement, dans cette 1h15, si on veut faire 2 fois 8 minutes, un petit quart d'heure à son allure marathon, bon, il ne faut pas s'en priver, mais surtout pas plus. On est là pour commencer à recharger les batteries et puis arriver dans le meilleur état de fraîcheur physique, psychologique, musculaire sur la ligne de départ le jour de la course. Alors ensuite, la dernière semaine, au niveau du contenu de l'entraînement, toi tu préconises quoi, Dominique ? Alors des jours de repos naturellement, si vous entraînez, je dis n'importe quoi, un bon cours régional qui s'entraînerait 5 voire 6 fois, 5 fois par semaine, il lève le pied, il va peut-être s'entraîner que 3 fois dans la semaine, plus le marathon. Et s'il a fait un bon footing le dimanche, lundi pour moi ça serait peut-être un repos d'office. Mardi un petit footing genre 30-40 minutes. Mercredi, 50 minutes à 1 heure avec quelques accélérations, je dis n'importe quoi. Allez, on accélère 2 minutes et puis on le fait 3 fois. Voilà, 3 fois 2 minutes en accéléré. Mercredi, repos. Jeudi, 30 minutes. Vendredi, repos. Samedi, 20 minutes. Vous voyez, c'est vraiment... Ouais, c'est symbolique. C'est vraiment symbolique. Moi, je dis souvent, c'est histoire de prendre sa douche et de se dire, voilà, je suis sorti. Voilà, ouais, exactement. Donc, à la rigueur, on pourrait prendre sa douche sans le footing. Sans le footing. C'est vrai qu'on se complique un peu la vie des fois quand même, nous les coureurs. Mais surtout, ne pas culpabiliser. Si la dernière semaine, ou même si vous faites quasiment rien, c'est pas ça qui va mettre en péril votre... Soyez fort dans votre tête, soyez fort. Ça y est, vous avez tout fait pour. Donc,
faites plutôt moins que trop. Donc à ça, par contre, il y a un élément qui va être important, ça va être commencer à se préoccuper de sa charge glycidique, c'est-à-dire d'essayer de gonfler au maximum les réserves de glucides au niveau musculaire, au niveau hépatique. Et pour ça, donc, il y a des produits qui permettent d'éviter de s'enfiler des kilos et des kilos de pâtes comme tu le faisais toi à l'époque. Ah oui, en effet. Hein. Donc tout à l'heure, on a dit l'entraînement, on laisse tomber, mais il y a tous les à côté. Les à côté, ça va être le sommeil et naturellement, principalement la diététique. Et là, dans les naturellement, dans les 15 derniers jours, évitez de faire un peu la fête avec les copains, etc. Hein. Ne gâchez pas tout ce que vous avez fait avec de l'alcool, avec une soirée très très festive. Et là, très très important, les 3 derniers jours, le jeudi, le fameux malto. Alors moi je vais dire en termes très simplistes, c'est des nouilles liquides, ce sont des nouilles liquides. Hein. Autrefois on se faisait des pâtes le jeudi, des pâtes le vendredi, la pasta partie le samedi. Et là c'est pour 1 kilo qu'on prenait, c'était presque à 2 à 3 kilos qu'on prenait, on avait le ventre bien tendu. Maintenant il existe ce fameux malto, hein, donc c'est de la poudre que vous mettez dans votre bouteille et vous vous trimballez un petit peu avec votre bouteille et comme ça vous avez vos pâtes de manière liquide, ça ne vous empêche pas de manger normalement. Voilà, c'est ça, il suffit on a son alimentation classique, basique, et puis en plus il y a cet apport de malto qui vient Et ça ne vous empêche pas de prendre une assiette de pâtes, mais là on est dans une assiette normale, hein, on ne reprend pas de rab. Voilà, là aussi pour le côté mental de dire j'ai mangé mes pâtes. Hein. Mais on n'est pas dans l'excès, on ne reprend pas une deuxième bûche de pâtes. Donc le fameux malto, jeudi, vendredi et samedi. Voilà, c'est presque l'élément le plus important de la préparation sur la dernière semaine, c'est au niveau alimentaire, puis au niveau de se préoccuper de la recharge glycédique en prévision de la course. Donc on arrive la veille du marathon, hein, on est donc à J-1. Donc là, à ce moment-là, on est en train d'arriver sur Paris. Alors c'est le samedi. Alors vous êtes provincial, vous montez à Paris, il y a un petit peu de voyage, alors le TGV, la voiture, etc. Nouvel hôtel. Naturellement, vous allez au salon du running, porte de Versailles, retirer vos dossards. Passage obligatoire, c'est sympa, mais il y a quand même il y a beaucoup, de l'attente, hein, il y a une file d'attente. Mais ça se passe bien parce qu'on est entre nous, c'est convivial, on discute. Vous allez chercher votre dossard, tout ça vous semble grandiose hein, si c'est pour votre premier marathon, mais on voit le stress qui commence à monter. Et puis voilà, profitez du salon expo. Voilà, vous allez peut-être marcher pendant 2 heures, mais essayez de profiter un peu de faire tous les stands et hop, vous retournez vite à votre hôtel pour vous reposer. Oui, pour revenir à une expo, c'est vrai que c'est sympa de faire un peu le tour des stands, voir les différents partenaires, mais 1h30, 2 heures, après il ne faut pas laisser trop d'énergie non plus, il ne faut pas oublier que le lendemain, vous allez courir peut-être 2 heures, enfin pas 2 heures, mais 2h30, 3 heures, 4 heures, pour certains 4h30, 5 heures. Donc gardez votre énergie pour le lendemain. Et puis, mais allez sur le stand Oversteam, hein, vous verrez. Passage obligatoire. Passage obligatoire, hein, vous avez oublié vos derniers gels, allez-y. Hein. Donc après, quand on est à l'hôtel, vérifier sa tenue, faire un peu la checklist, voir si on n'a pas oublié le t-shirt, le short, la crème éventuellement contre les frottements, si on est un peu sujet au frottement naturellement, vous arrivez du salon expo, vous regardez un petit peu tous les petits cadeaux que vous avez avec votre dossard. Et le dossard, on commence à l'épingler sur son maillot et puis on fait tout la checklist. En effet, tu as raison. Donc la pommade anti-frottement, ça c'est important qu'on peut se mettre sur les petits tétons ou si vous êtes ancien footballeur, rugbyman, les grosses cuisses, entre les cuisses, etc. C'est des petits détails mais qui peuvent s'avérer très très importants et très douloureux lorsqu'il y a des saignements. Et puis, normalement, ça c'est des éléments aussi, on sait si on est sujet ou pas à ce type de frottement lorsqu'on a fait une sortie longue de 2 heures, 2 heures et quart, 2 heures et demie. Si le phénomène est récurrent, on passe pas à côté, quoi. Donc, bien vérifier ses affaires. Vérifier aussi au niveau du dossard. Dernièrement, j'ai un coureur qui a eu le souci. Lorsque vous retirez le dossard, de vérifier si on est bien dans le sas qui était prévu initialement. Sur Paris, notamment, il y a des sas en fonction du niveau du coureur ou de son objectif chronométrique. Et d'un point de vue administratif, ça peut être intéressant de vérifier qu'on est bien positionné dans le dossard. Il y a un bureau litige au marathon de Paris par la société ASO. Et il y a toujours moyen de changer de sas. Voilà, vous êtes à 4h15, vous aimeriez passer en 4 heures. En étant gentil, poli, il y a toujours moyen de mettre une petite pastille pour vous faire changer de sas. Au pire, si vous me voyez sur le salon, moi aussi je peux arranger le coup et vous faire changer de sas.
Comme ça, vous serez en sécurité le jour de la course, hein. On n'essaie pas de le faire le jour de la course parce que vous allez vite vous faire virer par pas les vigiles, mais les gens qui sont à l'entrée des sas. Là aussi, c'est des petits détails. Mais alors, par contre, si vous voulez courir avec quelqu'un qui est derrière vous, c'est facile de venir dans un sas en retrait. Mais par contre, pour avancer d'un sas, ça c'est un petit peu plus compliqué. Et d'autre part, ce qui arrive aussi souvent, vous êtes avec votre compagne, votre conjoint dans la chambre d'hôtel. Attention de ne pas intervertir dossard et puce. C'est-à-dire, vous avez le bon dossard, mais vous avez la puce de madame. Et vous êtes classé première féminine. Bravo, monsieur. Non, mais c'est des petits détails, mais c'est arrivé plus souvent qu'on. Et certains ont été même accusés de tricherie parce que monsieur avait pris la puce de madame et puis elle se retrouvait avec un record battu d'un quart d'heure, 20 minutes. C'est anecdotique tout ça, mais voilà. Donc, tous les préparatifs en amont. Vous avez dégoté le vieux suite ou le vieux sac poubelle parce qu'à Paris, à 8h30 du matin, il risque de faire un peu frisquette. Boulevard. Non, c'est Champs-Élysées. Champs-Élysées, boulevard Foch, c'est l'arrivée. Il risque de faire un petit peu frais au départ, donc ça aussi, ça s'anticipe. Hein. Et pareil, dans les préparatifs, toujours vérifier que si vous utilisez par exemple un cardio-fréquence-mètre, qu'il soit bien chargé, parce que si vous êtes à un moment donné en pleine course, au bout de 2 heures, vous n'avez plus le cardio, vous travaillez avec le cardio habituellement, vous pouvez être perturbé, et puis tout d'un coup, vous n'êtes plus dans la course, et puis ça risque de vous jouer des mauvais tours, quoi. Alors nous sommes samedi soir, vous avez coché la fameuse pasta party pour être plus dans l'ambiance du marathon, plus que sur une recharge glucidique. Hein. On l'a dit tout à l'heure, vous avez pris le malto, ça suffit. Bon, allez, vous allez quand même aller à la pasta party pour l'ambiance, pour la musique rock, pour retrouver les copains, rigoler un petit peu, mais bon, là aussi, des files d'attente, il y a des créneaux horaires pour y aller, des fois c'est un petit peu tôt, hein, 18h, 18h30, 19h, mais enfin bon, vous pouvez aller à la pasta party en étant raisonnable, voilà, vous aurez votre plat de pâtes et une banane en plus de recharge glucidique. Voilà, ça c'est plus pour l'ambiance, pour faire du bien un petit peu à la tête. Oui, et puis le repas du samedi soir, il faut pas, c'est plus là qu'on refait la recharge glucidique, donc ne mangez pas non plus de trop, ça risque de vous empêcher de vous endormir. Il y a déjà le stress lié à la course, hein, à l'approche de l'événement, on est toujours un peu stressé. Si en plus on a des problèmes, on a une digestion compliquée, un peu lourde, vous risquez pas de dormir de la nuit. Alors maintenant, si vous avez du mal à vous endormir la veille de la course, pas de panique non plus. Hein. On sait que c'est les heures de sommeil prises tout au long de la semaine qui sont importantes. Les heures de sommeil précédentes de la course sont moins préjudiciables pour la performance. Pour une raison ou une autre, hein, en effet, le stress, la literie n'est pas bonne, il y a du bruit dans la chambre à côté ou dans la rue, etc. Naturellement, vous allez cogiter un peu, vous allez mal dormir, mais là, ça changera. Mais alors en rien à votre performance le matin quand vous serez sur la ligne de départ et que vous aurez enlevé le collant ou le survêtement, ça y est, vous serez dedans. Moi, j'ai presque fait une nuit blanche à Pékin à cause d'un décalage horaire, hein, autrefois. Et je me suis dit, c'est foutu, j'ai presque pas dormi parce que c'est le décalage dans le mauvais sens, hein, en allant vers l'Est. Et ce jour-là, j'étais euphorique le jour du marathon. J'ai battu mon record à l'époque. Et ça reste un très bon souvenir. Pourtant, j'ai balisé d'avoir dormi peut-être, plusieurs fois 1 heure, 2 heures, au total 4 ou 5 heures. Mais je culpabilisais d'avoir mal dormi. Et ça a été l'effet inverse. Vous voyez, le jour de la course, ça volait. Et ton cas, moi il y a beaucoup de coureurs qui ont eu le même type d'expérience que la tienne. Et puis donc voilà, il faut que vous soyez rassurés. Si vous avez du mal à vous endormir, pas de panique. Donc là, on a vu en gros comment gérer les principaux conseils pour gérer l'avant-course. Donc là, maintenant, on est le matin, hein, le réveil a sonné, il est 7h à peu près, hein, 7h du matin, la course est à 9h30, on va devoir prendre le petit déjeuner, donc l'importance du petit déjeuner avant d'aller au départ. Donc toi, le petit déjeuner, le matin de la course, qu'est-ce que tu préconises? Alors là aussi, c'était plutôt moins que trop. Hein. Gâteau sport, je connaissais pas, hein, dans les années fin 80-90. Donc je partais du principe que j'avais fait un régime hyperglucidique les jours d'avant. Vraiment, moi, à l'époque, c'était le petit café et deux biscottes avec du miel dessus et ça suffisait. Alors aujourd'hui, là, je vais faire l'éco-trail le week-end prochain. Eh bien, ça va être mon gâteau sport, type brownies, hein, on dirait un brownie, alors comme ça, avec mon petit café noir et ça va me suffire pour faire mes 50 km de l'éco-trail. Donc pour le marathon, je ferai la même chose. Je laisse tomber mon beurre et mes biscottes et mon café avec... En quantité de gâteau sport, tu prends quoi, un tiers, la moitié? Ça dépend un peu. Non, la moitié c'est beaucoup. Enfin, ça dépend, hein, mais déjà un bon tiers c'est déjà bien. Donc si vous êtes plusieurs dessus, c'est bien. Sinon, vous le congelez et vous le ferez
Alors Ouais. pour ceux qui n'optent pas pour le gâteau sport, hein, chacun après est libre de s'organiser comme il veut. La seule chose qui est importante, c'est de reproduire les routines qu'on a mis en place lors de la préparation. C'est-à-dire que vous aviez avant vos sorties longues l'habitude de prendre un certain type de petit déjeuner, ça fonctionne bien, ça passe bien, vous avez la quantité d'énergie nécessaire, donc ne changez pas vos habitudes, quoi. Restez sur des choses que vous avez validées et utilisées durant votre Mais préparation. sachez que le gâteau sport, c'est quelque chose de très digestif. Ah oui, Hein, ça se c'est bon digère très savoir. très bien, donc c'est fini là aussi de se lever à 5 heures du matin pour remanger des pâtes. Là, votre gâteau sport, alors on dit 1 heure et demie, mais si vous voulez prendre, vous rassurez 2 heures avant la course, ça suffit. Donc vous voyez, vous gagnez 1 heure de sommeil plutôt que de remanger comme autrefois à se relever pour manger des pâtes à 5 heures du matin. Donc allez à H-2, le gâteau sport et votre boisson, Une petite boisson, que vous quoi. préférez. Jus d'orange ou un café. Donc on a fini le petit déjeuner, on prend la direction du départ. Donc entre le petit déjeuner et le départ, est-ce que toi tu penses qu'il est intéressant d'avoir un apport quand même encore de glucides? Et si oui, de quelle manière tu vois la chose? Alors il y a beaucoup de stress et puis naturellement il fait froid, on boit, on urine beaucoup, etc. L'idéal là aussi c'est la boisson d'attente. Hein. Donc chez Oversteam il y a une boisson d'attente qui est toute prête. Hein. C'est dans un petit bidon, c'est tout prêt. Donc la fameuse boisson que vous prenez jusqu'au moment du départ. Buvez. Donc, naturellement lorsqu'il fait frais vous allez uriner souvent, mais voilà, on essaie de maintenir le réservoir, notre réservoir d'essence au taquet. Et c'est vrai que de lutter contre le froid plus le stress, eh bien, on laisse un petit peu de calories, on laisse déjà un petit peu de jus. Donc, restez un petit peu au chaud et toujours buvez régulièrement, souvent un petit peu. Ouais. C'est vrai que ce que tu dis là, je rebondis sur le stress. Hein. Le stress, en fait, on le dit souvent, mais c'est un gros consommateur d'énergie. Et quand on est sur la ligne de départ, déjà quand on regarde sa fréquence cardiaque, on est haut, hein, donc le stress est bien présent. Donc pour maintenir ses réserves de glycogène au top, cette boisson d'attente est intéressante et même fortement recommandée. Et attention à l'apport de sucre d'autre nature parce que ça peut avoir l'effet inverse. Hein. On sait que si on prend du sucre qui n'est pas adapté et on peut avoir un phénomène Alors d'hypoglycémie vous avez réactionnelle. un pic et Et puis pour redescendre encore plus bas, et là c'est l'inverse, vous ouais, n'avez plus rien dans les jambes. voilà, Donc voilà, il y a des produits qui sont vraiment adaptés adapté. pour ça. Donc c'est fini l'époque du petit morceau de sucre que vous mettiez dans votre short. Parce Euh, qu'on a connu des coureurs qui, en l'espace, en ayant pris un sucre qui n'était pas adapté, se retrouvent avec, comme tu dis, une hypoglycémie, et puis les efforts de 2, 3, 4 mois de préparation mis à néant en l'espace d'un quart d'heure. Quoi. Donc ça, c'est quand même dommage. Donc rester sur des produits qui ont été étudiés, adaptés vraiment pour répondre à cette attente-là. Alors tout ce qu'on vous dit là, on parlait du salon Expo. Le samedi, nous organisons avec Oversteam et nous-mêmes, tous les deux, une conférence à 14h30 hein, au lieu de conférence du salon Expo. Là où vous retirez le dossard, vous pouvez revenir nous voir à 14h30 et on va reparler un petit peu de tout ça. C'est pour vous rappeler, si vous retirez vos dossards à peu près à ces heures-là, 14h30 le samedi 5 mars au Avril. Avril, Ouais. je dis Mars, mars, c'est oui, pas parce grave. qu'on est encore au mois de mars, c'est pour ça. Ouais, le calendrier qui a du mal à se mettre à jour. Oui, donc ça sera l'occasion de venir nous poser des questions en direct. Hein. Donc n'hésitez pas, ça fera plaisir de vous rencontrer. On a pris le petit déjeuner, on est avec notre boisson d'attente, on rentre dans les sas. Donc au moment du départ, Alors, on revient un petit peu en arrière, naturellement, arrivé sur le lieu du ah oui, marathon, n'oubliez pas que vous allez être 40 000 personnes, allez, peut-être 35 000, 38 000, allez, on arrondit, hein. Il y a 40 000 inscrits, donc c'est quand même beaucoup de monde sur un lieu assez confiné, donc arrivez bien en avance, repérez tout, les vestiaires, ils sont tout au fond, derrière, vers vers l'arc de triomphe, souvent au dernier moment, mais où est-ce que je vais mettre mes sacs? Repérez en amont où sera votre sas, si c'est le sas jaune, bleu, etc. Repérez tout cela. Et ensuite, vous allez mettre vos affaires au vestiaire, vous revenez vers vos sas et soyez dans les sas, allez 20 minutes avant le départ, une demi-heure. Naturellement, si vous courez en 4h30 ou 5 heures, vous allez partir bien après. Là encore, c'est un petit peu moins grave. Mais tous les coureurs performants, entre guillemets, 3h, 3h15, 3h30, voire 3h45, arriver dans les sas au moins 20 minutes avant. ouais, Voilà. ouais. Et quand tu dis de repérer, ça le samedi aussi, ça peut être une chose à faire, c'est repérer le transport, la ligne de métro qu'on va Ouais, prendre, combien de temps ouais. combien de temps on met, enfin voilà.
tout ce qu'on peut anticiper la veille, ben, ça fait du stress de moins à gérer le jour de la course. Voilà, vous rentrez dans les sas, vous allez rencontrer vos fameux meneurs d'allure. Ah, voilà, si vous étiez fixé 3h45, ben vous allez être avec vos meneurs d'allure de 3h45. Ce sont des gens très sympas, ce sont des coachs, des animateurs et des meneurs d'allure. Vous pouvez aller discuter avec eux, voilà, donc ça y est, vous êtes dedans, vous êtes dans le sas, il n'y a plus qu'à attendre, mais vous êtes avec vos fameux meneurs d'allure qui vont essayer de régler le tempo le plus régulier possible, le plus régulièrement possible, et des fois c'est un petit souci pour vous de régler votre allure, sachant que le premier kilomètre est en descente, alors c'est facile d'avoir un petit chrono supérieur, mais bon, c'est le premier kilo qui est en descente. Hein. Ouais. Allez, le vrai chrono, c'est au 5e kilomètre dans la rue de Rivoli. Là, vous verrez bien, vous en serez. Et c'est parti pour une belle aventure. Alors, tu parles du départ, une fois qu'on est dans le sas, donc l'échauffement, c'est pas envisageable. Hein, et puis surtout quand on est en 3 heures, au-delà de 3 heures, c'est pas vraiment nécessaire. Profitez justement de ces premiers kilomètres pour entrer tranquillement dans la course. Tu as dit que c'était en descente, c'est facile le début de course, on peut y aller tranquille, sans se mettre de la pression. Donc profitez des 5 premiers kilomètres pour en guise d'échauffement en fait, hein, quelque part. Ouais, c'est pas parce qu'on va aller un peu moins vite peut-être sur les 2-3 premiers kilomètres. C'est l'énergie de garder, d'économiser pour la suite, et c'est pas ça qui va vous pénaliser au niveau de la performance. Ouais, ça c'est une nombreuse de vos questions, une nombreuse question. C'est bah oui, mais je vais pas pouvoir m'échauffer. Eh bien non, on s'échauffe pas. Ouais. C'est pour ça qu'on est bien couvert. Alors vous pouvez faire quelques étirements qui vont vous échauffer. On se contracte, on se relâche. On se contracte, on se relâche. Voilà, vous allez sentir la température du corps qui va monter un petit peu. Vous pouvez sautiller un petit peu sur place pendant 2-3 minutes, ça va faire monter le cardio, mais vous n'allez pas pouvoir faire grand chose. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas bien grave, au bout de 7, 8, 10 minutes de course, ça y est, vous serez dedans et pas d'échauffement. Même moi, au niveau, en étant libre d'arriver au dernier moment, je m'échauffais que 10 minutes, vous voyez, 10 minutes de jogging tout lent, et j'allais me mettre sur la ligne de départ. Bah oui, parce qu'en fait, l'allure marathon, elle est légèrement plus rapide que l'allure de footing. Hein. C'est pas une allure non plus très exigeante et très intensive. Donc, on peut démarrer en douceur, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, on est dans la course, on parlait du 5e kilomètre, hein, on va arriver au premier ravitaillement. Donc là, il est nécessaire de maintenir au maximum son taux de glucose au bon niveau. Hein. C'est le réservoir de la voiture qu'on essaye de maintenir avec la jauge au plus haut. Donc pour ça, il y a le système de gel hein, qui est fortement recommandé. Bah naturellement, les gels, vous anticipez, vous arrivez, vous êtes aux 4 km et demi, vous savez qu'il y a un ravitaillement 500 mètres plus loin, vous commencez à prendre votre gel pour derrière, naturellement, mettre une gorgée d'eau par-dessus et ainsi sur les 8 ravitaillements. Hein. Vous prenez votre gel juste avant un ravitaillement, sachant que vous allez pouvoir vous mettre de l'eau là-dessus, ça passera mieux, ça sera un petit peu moins gluant, moins sucré dans la bouche, ça passera mieux. Voilà. Encore que maintenant aussi au niveau des gels, il y a eu d'énormes progrès. Il y a les gels liquides, c'est vrai. Maintenant vous allez partir avec votre gel liquide, c'est encore un confort supplémentaire offert par Oversteam. C'est vrai, les fameux gels liquides. Moi je sais que je les utilise personnellement. Avant, avec les anciens gels, on était obligé de prendre toujours de l'eau, comme tu dis. Maintenant, quasiment pas, quoi. Donc se rincer un tout petit peu la bouche, c'est quand même agréable, mais on pourrait presque faire sans, quoi. Donc orientez-vous vers ce type de produit, c'est vraiment très bien fait et puis vraiment efficace. Alors là aussi une autre question, on verra si les internautes nous poser des questions. Partir avec ces petites gourdes ou sa ceinture, le camelback pas spécialement, mais à partir avec ces petites gourdes, eh bien, au 5e, au 10e kilomètre, vous doutez bien que ça bouchonne le ravitaillement. Hein. Et si vous voulez gagner 30 secondes, 1 minute ou 2 minutes, eh bien, vous partez avec votre gourde et vous pouvez vous désaltérer à un endroit pour éviter les bouchons, soit avant, soit juste après. Voilà, donc chez Oversteam aussi, il y a des gourdes toutes faites, vous pourrez en acheter d'ailleurs au stand. Donc n'oubliez pas de vous désaltérer et peut-être avec votre propre ravitaillement. Donc ensuite, au niveau du ravitaillement, toujours en course, si vous avez ne pas avoir peur de perdre un peu de temps s'il faut s'arrêter pour boire, plutôt qu'essayer dans la panique, d'essayer de boire, on met à moitié à côté. Prenez votre temps, les 10 secondes que vous allez perdre, peut-être à ce moment-là, c'est pas grave. C'est pas ça qui va vous pénaliser à l'arrivée. Au niveau du chrono, il n'y a pas de souci, quoi. Les fameux meneurs d'allure le savent, hein, en 3h45, le gars va ralentir, il va vous le dire, attention, on arrive en ravitaillement, il va ralentir, il va regarder un petit peu sur toutes les personnes autour de lui se sont bien ravitaillées pour repartir après. Donc en effet, le rythme va diminuer d'une 10, 15, 20, 30 secondes sur ce ravitaillement
pour repartir à un tempo régulier entre deux ravitaillements. Donc le meneur d'allure n'est pas là d'une manière métronome qui même me suive et il ne s'arrêterait pas au ravitaillement. Il est comme vous, il va se ravitailler. D'accord. Ensuite, au niveau de la gestion de votre course, on revient un peu au départ. Sur marathon, il faut essayer dès les premiers kilomètres de se caler à son allure. Attention à tout sur régime en début de course, parce que alors là, les minutes que vous avez gagnées, vous arrivez au semi-marathon, vous dites ah super, j'ai 10 minutes d'avance. Et ben à partir du 30e, ça peut être 20 ou 25 minutes, minutes. Une demi-heure de retard. Quoi. Sur marathon, on ne prend jamais d'avance au semi-marathon. Alors, vous connaissez tous le fameux negative split, c'est-à-dire faire la deuxième moitié plus rapide. Mais ça peut jouer sur 1 ou 2 minutes. Je dis n'importe quoi. Vous passez en 2 heures au semi-marathon et vous faites 1h58 derrière. Ça sera un beau challenge. Mais surtout, vous passez pas pour faire 4 heures, vous passez pas en 1h53, 1h54 avec 6 ou 7 minutes d'avance. Là, vous allez à l'échec, c'est à peu près sûr, parce que au feu rouge, vous avez démarré trop vite et votre voiture ira moins loin, il y aura moins d'essence. Et tout à l'heure, je parlais de vraiment valider son allure marathon, ça peut se jouer à un demi-kilomètre-heure. C'est-à-dire quelqu'un qui a un objectif de 3h30 par exemple ce marathon, donc c'est du 12 km/h, qui voudrait partir à l'aventure et partir sur 12,5, 13, c'est beaucoup trop rapide. Ça peut paraître pas grand-chose sur un demi de course, quand on est bien, on est euphorique, les gens tournent tout seuls, on a une belle préparation derrière soi. Mais au-delà du 30e kilomètre, il n'y aura aucun cadeau, ça risque d'être Le semi-marathon, un demi à l'heure, c'est 2 à 3 minutes plus rapide, mais ces 2 à 3 minutes, en effet, vous risquez de le payer cash vers les premiers tunnels. Hein. Donc le marathon de Paris, je répète, c'est à partir du fameux tunnel du pont d'Alma, là, où vous remontez. À partir du 26e, vous avez un faux plat montant. Le marathon de Paris commence vraiment au 26e. Ça commence, on le sent un petit peu lorsque vous êtes meneur d'allure. Les gens ne parlent plus, ça rigole plus, ça décroche un petit peu par l'arrière. Et puis naturellement, au ravitaillement du 30e, ça explose encore un petit peu. Le bois de Boulogne, on est un petit peu en solitaire. Le peloton, on est en file indienne, on n'est plus compact comme on l'était au début. Les lignes droites paraissent longues. Ouais, le bois de Boulogne, il semble un petit peu interminable avec quelques méandres. Donc attention, le marathon de Paris, c'est au 26e qu'il démarre. Tout ce que vous avez fait avant, c'est de l'amusement, c'est une vitesse vraiment facile. Même si vous sentez que vous pouvez rattraper des gens devant vous, vous ne le faites pas, vous restez toujours un petit peu en dedans. En un mot, vous dites, tiens, j'ai une réserve, si je veux, je peux y aller, mais j'y vais pas. Cette réserve vous sera bien utile. Et toujours faire hyper attention à toute forme d'euphorie. Des fois, on arrive, comme tu dis, au 25, 30e kilomètre, on se dit, tiens, on est déjà rendu là, tout va bien, ça roule, c'est huilé, ça... Et j'ai envie d'aller un peu plus vite. Surtout pas. Ouais. Quand il y a l'euphorie qui arrive, souvent, c'est annonciateur d'un coup de barre derrière. Donc, soyez prudents, ne vous rentrez les jetons. La course à pied, c'est un petit peu ça. Il faut savoir gérer la défaillance et l'euphorie. Mais pareil, vous pouvez aussi avoir un petit coup de blues sur quelques minutes, quelques kilomètres. Et puis ça peut revenir parce que vous allez reprendre un gel, parce que vous allez redoubler quelqu'un et ça repart. Donc, vous voyez, le marathon, ça sera très, très cyclique. Il y aura des hauts et des bas. Donc, là aussi, encore une fois de plus, soyez fort mentalement, mais surtout pas d'euphorie. Pour moi, l'euphorie, c'est à partir du 38-39e kilomètre. Et vous pouvez foncer les 2 ou 3 derniers kilomètres, mais avant, c'est risqué. Se laisser gagner par l'euphorie à 2-3 km de l'arrivée, là on prend plus beaucoup de risques, c'est pas dangereux. Mais de toute façon, le marathon, moi c'est comme ça, je le conçois et je le découpe, c'est 30 km d'économie. Et puis après, les 12 derniers kilomètres, quand ça commence à être dur, c'est là que l'énergie qu'on a réussi à économiser, on va la trouver, on va être content de la trouver pour pouvoir boucler ces 12 derniers kilomètres qui sont vraiment... Le marathon, il commence au 30e kilomètre. Alors moi, j'avais une autre formule, mais qui est à peu près la même que la tienne, 32 plus 10, voilà. Pendant 32 km, je faisais le mort dans le groupe de tête. Je faisais même des fois exprès de souffler fort pour ne pas prendre les relais, etc. Et à partir du 32e kilomètre, je me dis, maintenant, je pars pour un 10 bornes. Je gagne ou je perds, mais c'est à partir de là que le marathon se démarrait vraiment. Donc 32 plus 10 ou 30 plus 10. Voilà, ça revient à peu près même. Donc voilà, les 3 conseils, c'est partir vraiment à son allure dès les premiers kilomètres. Faire attention à tout excès de vitesse, on va dire, sur les 30 premiers kilomètres. On économise son énergie, on évite toute forme de sur-régime. Et puis, à partir à 10-12 km de l'arrivée, la course, elle commence vraiment. Et puis, là, on s'approche. Et puis, la fatigue qui s'installe. Là, il faut être fort dans sa tête, résister à la douleur, à la fatigue. Et là, on est vraiment content de pouvoir bénéficier de toutes ces forces. Sachez qu'il y aura des moments difficiles. Ça serait trop simple de dire le marathon, on fait ça dans les doigts dans le nez. C'est une aventure personnelle, avec tous les états d'âme que vous allez avoir.
Mais lorsque vous franchissez la ligne d'arrivée, vous allez voir ces sourires, c'est vraiment des belles émotions en tout Ouais. cas. Et puis il y a même certains, une fois qu'ils ont franchi la ligne, ils disent plus jamais ça. Et puis le lendemain, sur le lendemain. Dès le lendemain, ils notent sur Ouais, l'agenda voilà. le prochain marathon. C'est vrai que quand on a fini, bon, des fois on finit dans un état, c'est assez dur, hein, le fameux mur du marathon, c'est pas une légende, hein, ça existe. Et quand on finit, on est fatigué, mais très rapidement on a envie d'y goûter et d'y retourner. Quoi. Et puis après, on partage avec les copains, avec la compagne, et toi, t'étais bien, t'as vu, je t'ai doublé, etc. Voilà, on se défie. Juste avant de passer aux questions des internautes, c'est la récupération. Hein. Donc une fois qu'on a franchi la ligne, pensez tout de suite à bien se réhydrater. Et puis, alors peut-être s'assurer de la recharge glucidique, c'est peut-être pas aussi nécessaire qu'après une sortie longue, parce que après un marathon, le premier conseil qu'on peut donner, c'est mettre le corps au repos quand même. Hein. C'est de profiter. Ouais, bon, Voilà. en général, vous allez voir, on va vous faire marcher pour avancer naturellement, parce que là aussi, beaucoup de gens, vous allez avoir une couverture de survie à l'arrivée en aluminium. Vous allez marcher un peu comme des zombies, mais marcher, marcher, marcher. Vous étirez, oui et non, mais vraiment des trucs très très soft, hein, parce que vos fibres musculaires sont un petit peu abîmées. Donc si vous étirez des fibres abîmées, ça peut être aussi un petit peu l'inverse de ce que vous recherchez. Voilà, donc on essaie de se délier un petit peu parce que le dos est tassé, mais vraiment avancez gentiment et puis en effet buvez de l'eau alcaline. Voilà, rapporter des sels minéraux qu'on a perdus durant la course. Et puis, surtout allez, les 15 jours qui suivent, si vous ne mettez pas les baskets, c'est plutôt bien. Laissez le corps reposer. Faites la fête le soir avec les potes, ça y est, les jeux sont faits. Profitez, laissez la course à pied un peu de côté, et puis ça vous permettra d'être encore plus fort quand vous allez revenir. Laissez le corps se reposer, il a mérité. Ils ont le droit à une bière le soir? Attends, il n'y a personne qui nous écoute. Allez, voilà. Une petite bière le soir. Ouais. Non, mais voilà. C'est pas les meilleures boissons de récupération, qu'on soit bien clair. Non, mais les jeux sont faits, donc on est dans le convivial, dans le festif quand même. Hein, donc vous êtes investi depuis 2 ou 3 mois. Donc voilà, et puis comme le disait Gilles tout à l'heure, vous renotez une course à l'automne. Voilà, 2 par an, c'est raisonnable. Ouais, plus, non. Hein. Parce que vous faites des fois d'autres courses, donc un autre petit marathon en septembre, octobre, novembre, pourquoi pas. Et puis tous les conseils qu'on vous a donnés, que vous avez essayé d'appliquer, vous allez bien voir ce qui a bien marché, pas bien marché, pour qu'en septembre, octobre, vous rectifiez de vous-même le tir. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour des conseils de base. Alors, on a sans doute oublié des petits détails, mais je pense qu'avec ça, déjà, nos internautes vont pouvoir un peu mieux structurer les 15 derniers jours et puis le week-end du marathon. Donc, on va pouvoir commencer à répondre à vos questions. Il me semble qu'il y avait un... Alors, posez vos questions. Hein. Vous allez sur la page Oversteam. Alors, je ne sais plus, il y a un bouton streaming, non? C'est quelque part qui est indiqué. Alors, naturellement, vous allez sur le site. On va vous donner les indications. Oversteam. Pour ceux qui voudraient éventuellement poser la question, ils n'ont pas encore trouvé les. C'est indiqué sur le site. Voilà, Oversteam. Hein. Vous trouvez les indications. Il suffit de cliquer sur un bouton qui vous emmène sur une page. Et à ce moment-là, vous avez moyen de taper votre question. Et puis nous, on pourra la voir en direct et y répondre. Alors, c'est parti, Dominique, on y va? Bonsoir, bonsoir, vous êtes gentil. Coucou tout le monde, merci, bonjour Cécilia, je t'embrasse. Bon, alors, faut-il s'échauffer dans le sas avant le départ? Ray Seb, on l'a dit tout à l'heure, hein, ouais. Donc s'échauffer dans le sas du départ, tu ne pourras pas, hein, vous allez être tous entassés les uns contre les autres, ce qui dégage d'ailleurs beaucoup de chaleur d'ailleurs, hein, il ne fait pas spécialement froid. Donc quelques étirements contractés, relâchés, pourquoi pas, sautiller sur place, mais vous pourrez ne pas vous échauffer, ne paniquez pas pour ça, c'est pas bien grave. Voilà. Donc bonjour, je suis actuellement souffrant d'une fracture de fatigue. J'ai vraiment travaillé dur pour atteindre mon objectif de 3h30, donc j'ai un objectif tout à fait honnête, hein, au marathon de Paris. Pensez-vous qu'il soit possible de le courir? Quels sont les risques et avez-vous des conseils pour courir pour des victimes de ce pathologie? Si c'est une fracture de fatigue, si c'est une belle fracture de fatigue, ça va faire mal. Hein. Alors là, naturellement, il faut se strapper, etc. C'est pas à conseiller. Peut-être que là, actuellement, il te reste encore, Guillaume, 1 semaine à 10 jours où tu peux te reposer à 0 et puis peut-être que ça va aller avec l'entraînement que tu as fait avant. Mais si c'est vraiment une fracture de fatigue, on voit bien le trait de fatigue sur un IRM,
c'est un peu risqué. Après, Toujours prendre l'avis médical, hein, ouais, voilà, ouais, là, essayer là, là, de. nous, c'est vraiment de la vie médicale. Nous, on peut Voilà. pas dire à quelqu'un, tu as une fracture de fatigue, et le chrono, 3h30, ça, je peux pas te dire. Mais tu as encore quelques jours pour tester tout ça. Et lève le pied, et puis peut-être que ça pourra passer. J'ai fait le semi donc en 1h24. Je prévois mon allure marathon en 4h12. Oh bah là, il y a de la marge. Pour Oh là quelqu'un qui fait là. 1h24, il peut ambitionner quand même un chrono. Ah bah 1h24, 1h24, 2h. Ah bah oui, Ouais, ça fait ça vaut 3h15. 3h15. Peut-être qu'il Ouais. s'est trompé là, non? Ouais. Ah, 4h12, non, 4h12. Ah non, 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 c'est 4, pas 4h12, Ah, mon 4h12. allure 4h12. Ah ouais, 4h12 au d'accord. kilo. Ah Oui. oui, pardon, Bah, excusez-moi. 4h12, donc c'est 14 à Ouais. l'heure, bah, c'est ce que Alors, je viens. ouais. C'est ça correspond à peu près à 3h, 1h24 au SMI, correspond à peu près à 3h au marathon. Donc c'est ce qui, je pense que c'est ce qu'il veut anticiper. Ouais, pourquoi pas. Ouais, super. Je pense que c'est possible si tu es plutôt endurant. Ça, Pour le c'est possible. marathon, vous conseillez quoi comme habillement? Bah là, c'est pareil, hein, c'est une tenue qu'on a validée pendant la préparation. Là, pas d'improvisation. On repart sur la tenue qu'on met d'habituellement quand on fait ses sorties longues, quand on fait sa sortie de 2 heures, 2h15. Tout à l'heure, on évoquait les problèmes d'échauffement. Donc, si quelqu'un a un souci lorsqu'il met un short, ben, peut-être aller vers le cuissard. Mais il faut pas oublier que, ben, au bout de quelques heures, de quelques minutes de course, on commence à avoir chaud. Il faut être à l'aise, il faut pas trop se couvrir. Une fois qu'on est parti, c'est difficile de tirer ses habits, hein, de se dévêtir. Donc, reproduisez tout simplement les habitudes que vous avez Ouais, mis en c'est place pendant la préparation. Hein. T'as raison parce que les néo-coureurs, les nouveaux coureurs, là je l'ai vu récemment, là j'ai fait un trail du côté de Tours sur 30-35 km, il faisait chaud et j'ai vu des gens courir en collants, des collants noirs. Vous inquiétez pas, vous n'aurez jamais froid au mollet. Alors si vous voulez courir avec des cuissards, pourquoi pas. Au pire un corsaire ça va jusqu'en dessous du genou. Mais pour le bas, ayez les mollets à l'air, vous allez voir la petite fraîcheur de l'air sur les mollets, ça fait du bien. Donc ne vous couvrez pas trop parce qu'en effet ça sera l'effet inverse. Trop chaud veut dire aussi se déshydrater, pas à l'aise. Donc, si vraiment il fait frais, deux maillots, hein, un qui vous protège du froid et puis l'autre qui maintient bien en dessous, ça pourra suffire. Alors, Maclad, je vais courir mon premier marathon je vais courir mon premier je vais y arriver, désolé. Je vais courir mon premier marathon à Paris. Est-ce raisonnable de prévoir un Gilles, second bois, Gilles. marathon? Ouais, c'est à force de parler. Début novembre. Oui, bah là, c'est ce que tu disais tout à l'heure. 2 marathons dans l'année, c'est tout à fait raisonnable. Il n'y a aucun problème. Là, donc ça va faire une récupération sur le mois de mai, et puis ça laisse largement le temps de reprendre le début d'une nouvelle préparation. On va dire donc si c'est novembre, à la rentrée en septembre, il sera suffisamment tôt pour refaire une préparation marathon. Aucun souci. La récupération d'après-course, Cécilia, le vélo et la natation sont-ils recommandés en phase de récupération? Bah, c'est même l'idéal. Hein. Voilà. Les sports portés, c'est. Ah ouais, ouais, d'aller nager les jours qui suivent ou faire du vélo, c'est vraiment l'idéal. Même en phase de préparation pour certains d'ailleurs. Hein, vous avez fait une longue sortie de 2 heures et le lendemain vous pouvez faire du vélo. C'est très bien. Hein. En général, la trame que je donne moi sur la période de récupération, c'est la première semaine, on fait rien, c'est-à-dire on fait plus aucune activité physique, on laisse tomber, vélo, natation, course en Il y a plein de choses qu'on n'a pas eu le temps de faire chez soi. Hein. Voilà, ouais, Des travaux de peinture, de préparation. Voilà, Alors, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on reporte ça après un marathon, donc on en profite. Et puis éventuellement à partir de la deuxième semaine, si vous ressentez l'envie d'aller faire un peu de sport, un peu d'activité physique, alors à ce moment-là on peut en effet envisager de faire des sports portés, hein. Ça permet, c'est moins traumatisant pour l'organisme, et puis il ne faut pas s'en priver. Là, on est médecin. Donc, il y a Guillaume, il nous a dit que pour sa scintigraphie, la osseuse, elle se voit un peu. Merci pour vos réponses. Donc, vous voyez, il a quand même une fracture de fatigue. Et il y en a un autre qui nous pose la question aussi courir avec de l'arthrose à un genou, de manière légère. Alors, naturellement, on dégage beaucoup d'endorphines. Hein, vous allez peut-être oublier cette douleur. Bon, après, je sais pas, mais bon, avec de l'arthrose, on peut peut-être courir. Là, il y a marqué légère, donc on peut y aller. Je vous dis, hein, les endorphines vont cacher un peu cette douleur, mais faites attention quand même, le marathon, il y a quand même beaucoup de chocs. Rikovic, je cours depuis seulement 6 mois, mais j'ai le sentiment que mes années passées de cyclisme m'aident de pas mal. Oui. Est-ce une sensation ou un réel avantage?
Bah, c'est évident que le coureur cycliste, il va retrouver certaines capacités, notamment au niveau physiologique, au niveau de l'endurance. J'en vois de plus en plus, hein. Aussi bien des courses sur route qu'en trail, hein. Les coureurs cyclistes, les VTTistes sont très très forts en trail, hein. Et à un niveau, chez moi, par exemple, dans mon département, dans la Sarthe, il y a beaucoup de coureurs cyclistes, dont Laurent Brochard d'ailleurs, hein, voilà, qui se débrouille très bien. qui sont mis à la course à pied et ils ont vraiment une santé. Vraiment, non, non, les coureurs cyclistes, ça c'est un plus pour toi. Maintenant, à toi de t'adapter au choc en faisant quand même des kilomètres de course à pied. Oui. Et puis ce travail de fractionner, mais la santé, tu l'as et l'endurance, tu l'as. Il n'y a pas de problème. Et pour revenir au coureur cycliste, c'est pas parce qu'on fait des heures et des heures de vélo qu'on a une bonne endurance qu'il faut comment dire, passer à côté d'une préparation. Parce que comme tu dis, on passe d'un sport porté à un sport où il va y avoir les chocs, il faut que le muscle soit préparé à ces chocs-là. Donc ça se travaille à travers l'entraînement, à travers les sorties. Donc on ne peut pas passer du jour au lendemain du vélo à la course à pied. Mais c'est vrai que les capacités qu'on a développées en vélo, là c'est clair et net, on va les retrouver en course à pied. Bon, Pascalo, il me demande si je serai dans un sas. Non, non. Alors, je suis en charge des meneurs d'allure. Il y aura 32 meneurs d'allure, hein, 4 par quart d'heure, c'est-à-dire 4 en 3 heures, 4 en 3h15, etc. Il y aura jusqu'à 5 heures. Alors, après, il y aura des accompagnateurs d'allure, hein, c'est-à-dire en 5 heures et 5h30, il y aura 2 personnes. Je ne vais pas les appeler des meneurs d'allure, mais qui sont là un peu pour fédérer les gens, de les regrouper un petit peu pour terminer leur premier marathon. Même si 5h30, ces gens-là, ils s'en foutent un petit peu de leur chrono. C'est histoire de terminer le marathon. Donc vous voyez, il y aura même des gens vers l'arrière qui vont essayer de vous motiver pour terminer votre marathon. Non, non, je ne serai pas meneur d'allure au marathon de Paris. Je l'ai déjà fait, hein, à Reims, à Sénart. J'ai déjà été plusieurs fois meneur d'allure en 3 heures. Mais là, je vais mettre ça en place et je vous regarderai sur le parcours certainement. Donc en 1h51, combien pour le marathon à votre avis 3h45? Non, 3h45, ça va être trop juste. On sera plutôt sur 4 4 heures. heures, ouais, 4 heures. Ouais, Seb de La Rochelle, si tu as fait 1h51 au SMI, tu peux pas doubler ta performance. Non, non, tu vas régresser. Donc tu vaux peut-être les 4 heures, ou alors le SMI, tu l'as vraiment fait vraiment en dessous, hein. Attention, ne te surestime pas, Seb de La Rochelle, parce que 3h45, ça risque d'être compliqué. Alors, ici notre question. Quelles chaussettes vous conseillez? Alors, on l'a dit tout à l'heure, les chaussettes que tu vas mettre à sa longue sortie à voilà, 15. Voilà, non, mais pareil, là, on reste sur une tenue vestimentaire. Alors, c'est peut-être, il veut parler des chaussettes de compression ou des manchons de compression. Alors déjà, les chaussettes en elles-mêmes, des chaussettes de sport, hein, de marque connue, hein. On n'achète pas des chaussettes dans le moindre supermarché du coin. Donc, ce sont des chaussettes de sport. Après, les chaussettes de contention ou les manchons de contention, hein, vous savez, ces manchons qui vont de la cheville en dessous du genou. Alors, c'est pour atténuer les chocs. Si vous en avez besoin, c'est bien. Les vétérans, tout ça, moi, je le vois bien. Maintenant, je commence à en mettre. Si vous êtes jeune, vous n'avez pas de problème de santé, vous n'êtes pas obligé de courir. On ne met pas des manchons parce que le copain met des manchons, quoi, hein. C'est un confort. Ça peut être un confort en plus, mais ce n'est vraiment pas une obligation. Alors, on a une question. Je ne fais pas Paris, mais le Mont-Saint-Michel, le parcours marathon dure ou pas? Merci. Alors, sur le parcours du Mont-Saint-Michel, il y a un critère qui fait que la course peut être sympa ou alors très compliquée, c'est le vent. Parce que si on se prend un vent d'est, moi j'ai fait une année avec le vent qui venait d'est et je me suis retrouvé coincé entre deux meneurs d'allure là. Le marathon il a été long, quoi. C'est un très bon marathon, c'est un marathon joli, très plat, c'est vraiment visuellement c'est un très beau marathon qui est une sorte d'arc de cercle. Donc naturellement vous pouvez avoir le vent dans le dos au début et puis comme vous faites un arc de cercle vous pouvez l'avoir de face à la fin. Il y a eu une année de forte chaleur, d'ailleurs c'est resté dans les annales parce qu'il y a eu un accident, etc. Alors, tous les gens nous disent ouais il fait chaud au Mont-Saint-Michel, non il fait pas chaud au Mont-Saint-Michel. Voilà, l'inconvénient ça peut être le vent. Mais un jour, il y a un coureur qui a couru en 2h08 et ce jour-là, il y avait des conditions optimales. Donc, c'est un marathon où on peut faire une performance. En tout cas, c'est un marathon très, très festif et vraiment une belle ambiance. Et là aussi, marathon de week-end, hein, Saint-Malo, Cancale, Mont-Saint-Michel, un bon marathon à faire en famille. Alors, que faire, Woodrunner, là, il nous pose la question, que faire quand la tendinite pointe le bout du nez? Alors, c'est vrai que le tendon, hein, chez le coureur à pied, c'est souvent une zone sensible. Une tendinite, en fait, contrairement à ce qu'on disait à un moment donné, on peut continuer à courir si c'est un début de tendinite, en apportant certaines quand même précautions. Il ne faut pas que la douleur devienne de plus en plus handicapante. Et puis, moi, je sais qu'il y a maintenant, pour avoir testé 2 ou 3 méthodes qui sont intéressantes, c'est déjà de glacer systématiquement après chaque sortie.
Donc dès que je rentre, après une sortie, je glace, hein, même si je sens pas trop le tendon. Et puis il y a une méthode qui s'appelle la méthode de Stanich. Alors là, je vous conseille, on va pas trop les détailler ici, mais d'aller. Si, j'aimerais bien savoir. Alors c'est une méthode qui consiste à muscler les mollets, en fait, pour faire très simple. Et donc c'est un système. Il y a tout un protocole qui est simple à mettre en place, où on se met en appui sur sa pointe de pied. On descend, on se remet en appui sur sa pointe de pied, et puis on répète ça à certaines allures. Suivant les jours, c'est pas toujours la même allure. Après, on augmente le nombre de répétitions. Enfin voilà, c'est un système de rééducation, en fait, une méthode de rééducation, et qui, associé avec des étirements et puis associé à un glaçage, donne des résultats très 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 intéressants. Et moi, je connais beaucoup de coureurs à pied qui ont réglé des problèmes de tendinite grâce à ça. Et donc, moi, voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à taper méthode de Stanich sur Internet, et puis vous allez trouver une méthode Alors n'oubliez efficace. pas, on est là pour ça. Les 15 derniers jours, vous ne faites presque plus grand-chose. Alors Ouais. peut-être que votre tendon va se reposer aussi. Il y a Alors, ça profitez aussi, de cette période. On vous a dit de ne pas en faire beaucoup. Bah, vous faites encore moins que beaucoup. Et peut-être que votre tendon va bien se reposer d'ici là. Alors, Yann, donc 3h18 dernier marathon, 3h10 c'est moins Paris 2000. Ah oui, alors il a fait 3h18 et puis il vous envisage 3h10. 3h10 Ouais, en 4-5 sorties. Ouais, oui, c'est Ouais, possible. c'est Gagner possible. 8 minutes, il n'y a rien d'extraordinaire. Ouais. En plus, il s'entraîne jusqu'à 5 fois par Mm. semaine. Donc là, on arrive à un bon petit niveau régional. Oui, Yann Gilbert, tu peux viser. Après, ça dépend de ton entraînement, mais tu peux gagner en effet. Tu peux gagner 8 minutes. Ça peut être possible si à ton entraînement, tu as fait des choses meilleures et Ouais. en quantité et en qualité. Ouais, en fait, j'ai presque envie de dire, tout dépend dans quel état Yann a fini son marathon en 3h18. S'il sentait que, bon voilà, il n'a pas trop souffert et qu'il a réussi à rallier l'arrivée sans trop de difficultés, sans rencontrer le mur, c'est envisageable. Par contre, s'il a souffert pour réaliser les 3h18, ça sera déjà pas mal de réaliser les 3h15, quoi, assuré. C'est toujours, et il y a notre phénomène auquel il faut faire attention, c'est toujours se méfier. J'ai fini mon marathon dans un bon état. Je pense que je pouvais aller plus vite, mais tant qu'on l'a pas réalisé, on n'a aucune certitude qu'on pouvait aller plus vite. On était peut-être pile dans les bons réglages, finalement on était à l'allure idéale ce jour-là, et que si on avait été peut-être 2-3 minutes plus vite, Ah oui. ça serait pas passé. Donc il faut voir dans quel état Yann a fini son marathon Allez, on pour y va sur envisager le cardio-fréquence-mètre. Hein. Souvent, vous courez avec un cardio-fréquence-mètre. On vous dit les allures marathon, c'est de courir à telle fréquence. Et là, il y a Tony, 6369, qui nous dit courir à 80-85% de sa fréquence cardiaque maximale sont-ils valables pour chaque coureur. Donc là, la fourchette, hein, vous faites un marathon à peu près à 80-85. C'est général, en effet. Peut-être que pour un autre, moi je frôlais presque le 90-92%, mais j'étais un athlète de niveau, je faisais souvent des courses au seuil comme ça, mais moi je suis un mauvais exemple, donc 80-85, c'est même déjà pas mal. Alors, oui, c'est vrai que la fourchette 80-85, c'est honnête, c'est correct. Plus qu'un pourcentage, moi maintenant, ce que je fais fonctionner mes coureurs avec une pulsation précise. Par exemple, 160 pulsations par minute. Et ensuite, on voit comment cette pulsation évolue au fur et à mesure. Voilà. Petit à petit. Hein. Au fur et à mesure des séances. Et en effet, comme tu dis, il faut toujours prévoir qu'à partir du 25-30e kilomètre, il y a obligatoirement une dérive qui va s'installer. Alors, ça sera peut-être de 2 ou 3 pulsations par tranche de 5 km, mais il ne va pas finir sa course à 80-85, ça va finir à 90, comme tu dis, en fin de parcours. On est plus proche de 90, voire même un peu plus. Mais pour les premiers kilomètres, 80, c'est pas mal. Se retrouver au 20e à 85, et puis sachant que par la suite, ça va un peu dériver, quoi. Donc, et pour finir là-dessus, surtout ne pas chercher à atteindre les 85% dès le premier kilomètre. Hein. Il faut que ça se mette en place tranquillement, progressivement. Voilà. Alors il y a peut-être des gens qui sont arrivés en retard. Là, il y a Mato 56. Doit-on réduire l'alimentation d'ici le 6-4 réduire l'alimentation, je pense que tu as déjà fait le nécessaire parce que tu t'entraînes dur. Donc tu dois avoir une alimentation normale, équilibrée. Là, tu vas lever le pied. Alors peut-être que tu mangeras un tout petit peu moins. Mais sache que l'alimentation est très très importante, enfin la diététique, la dernière semaine, en particulier les 3 derniers jours, avec le fameux malto, la boisson d'attente, le gâteau sport, tout ça on vous l'a dit tout à l'heure, réduire l'alimentation pour réduire l'alimentation, si tout va bien, continue à faire ce que tu fais. Ici on a une question, quelle quantité d'eau boire avant le départ, sans avoir envie d'uriner en continu?
Alors la quantité d'eau, hein, toujours pareil, l'hydratation, ça se gère pas 5 minutes avant la course, hein, c'est une hydratation qui se fait tout au long de la semaine. Et puis après, bah, il y a un signe qui est assez simple pour repérer si on est bien hydraté ou pas, c'est la couleur des urines. Ouais. Si vos urines sont claires, c'est qu'il y a un bon niveau d'hydratation. Ne cherchez pas à avaler des litres d'eau pour vous mettre à l'abri d'une déshydratation en course, quoi. Il ne faut pas faire 10 kilos de plus sur la ligne de départ par rapport à son poids habituel. Attention au petit expresso, on aime tout Ah, le il y a petit ça aussi. expresso d'avant le marathon, on va se mettre dans un bar parce que ça va nous réchauffer, on va se boire un ou deux cafés. Ça c'est sympa, mais le café est très diurétique, donc vous buvez de l'eau et vous avez vraiment envie de faire pipi de manière très souvent. Alors sachez que dans les sas, il y a des toilettes, mais bon, il peut y toujours à la queue. Et puis là, il y a plus, là on va arriver, il y a plus trop d'intimité dans le marathon, hein. Alors des hommes même, voire des femmes. Si vraiment vous avez fait pipi, eh bien vous vous mettez accroupi et vous faites pipi accroupi. Vous inquiétez pas, vous ne serez pas jugé parce que 2 minutes après, ça sera le voisin. Donc, lorsqu'on est à 5 minutes avant le départ et on est prêt, et après le coup de canon, eh bien, voilà, hein, on écarte sa culotte et on fait pipi. Voilà, il n'y a vraiment aucune gêne là-dessus, il y a aucun jugement, mais c'est très douloureux, si je puis dire, de courir, avec envie d'uriner. Et sur le parcours, naturellement, il y a des toilettes sur les parcours. Alors une question ici technique, pour le pourcentage de fréquence cardiaque maximale qu'on évoquait tout à l'heure, faut-il utiliser la méthode de Kervonen? Alors, la méthode de Kervonen, il y a deux manières de Alors, c'est calculer. qui ce Finlandais là? Tout à l'heure, tu nous as parlé Ah, d'un c'est Russe. un physiologiste finlandais qui avait mis en place, enfin, normalement le pourcentage de fréquence cardiaque qu'on calcule habituellement, on prend la fréquence cardiaque, on applique un pourcentage et puis voilà, on a les pulsations qu'il faut respecter. Et lui, il aborde la chose un peu différemment, c'est qu'il prend les fréquences cardiaques de repos Avec la réserve. avec la réserve. Donc le calcul donne un résultat un peu différent, mais bon, là toujours pareil. Partez sur ce que vous avez l'habitude de faire. Si vous avez l'habitude d'utiliser cette méthode-là, et si c'est à partir de cette méthode-là que vous avez effectué vos calculs de fréquence cardiaque pour la préparation de marathon, il ne faut pas changer, quoi. Mais moi, je sais que cette formule-là permet d'obtenir un pourcentage, des pulsations un peu plus élevées. Alors moi, souvent, ma méthode, c'est quand je veux me faire plaisir à l'entraînement, je sens que j'ai des bonnes sensations, j'ai tendance à prendre le résultat obtenu par cette méthode. Le jour où je suis un peu plus fatigué, je reste sur le pourcentage de fréquence cardiaque classique. Là, je vois Adrien qui me chambre un petit peu. Je le connais, Adrien de Nice, qui prépare son premier marathon Mont Saint-Michel. Combien de bières? Oui, bah ta bière, tu vas la boire une fois avoir terminé ton premier marathon, Adrien, hein. Entraîne-toi d'abord, hein. Alors ensuite, on a les semelles pour corriger et amortir les fractures sont-elles un plus? Oui, bah naturellement, si tu as une fracture de fatigue, peut-être que tu vas passer chez l'ostéo, chez le podologue, et on va te prescrire et te faire des semelles. Oui, ça c'est peut-être bien d'aller voir un podologue, hein, savoir pourquoi tu as eu une fracture de fatigue, il faut savoir la cause. Après, soigner le mal, ça c'est sûr, mais en connaître la cause, donc peut-être que tu as besoin de semelles suivant comment Ouais. tu cours. Là aussi, hein, bon, les chaussures, vous savez, les chaussures dites enfin, pour les folies supinatrices, pronatrices ou universelles, souvent ce qu'on conseille, c'est partir sur un modèle vraiment universel. Et si en effet on a besoin de faire des corrections après par rapport à son pied, par rapport à sa foulée, à ce moment-là, on va voir un spécialiste, un professionnel, quoi. Mais rester sur des choses simples, et puis après, s'il faut apporter des corrections, consulter. Allez, il y a Nansouz, là, ce qu'on disait tout à l'heure. Ah. Voilà, vous faites le marathon de Paris, vous en refaites un en octobre-novembre, et lui va faire le marathon de New York. Quelle est la différence sur les niveaux de parcours et les conseils? Alors vraiment, New York, c'est le marathon le plus dur au niveau du parcours, hein. C'est très dur, c'est vallonné, le bitume, il est pas très très bon. New York a plein d'avantages, hein, l'ambiance, la grosse pomme, enfin New York quoi. Mais le parcours est très très difficile. Alors New York, vous allez faire 5, 6, voire 10 minutes de plus qu'au marathon de Paris, j'en suis à peu près sûr, mais l'entraînement sera le même. Et il faudra faire peut-être encore plus attention à la diététique à New York parce que là-bas, les ravitaillements, c'est tout juste, c'est pas de l'eau du robinet. Vous avez juste un gel qu'on vous offre d'une marque américaine au 30e kilomètre. Donc là, prévoyez bien votre alimentation avant, c'est-à-dire que le fameux gâteau sport, vous ne pourrez pas le faire là-bas. Donc vous le faites 2, 3 jours avant de partir. Ça pose pas de problème tout ça. Donc voilà, mais le marathon de New York est plus dur que le marathon de Paris, mais l'ambiance et des souvenirs inoubliables. Donc allez à New York et je vous retrouverai aussi là-bas. C'est vraiment partout.
Ah bon, New York, si j'en ai qu'un à faire par an, ça serait c'est celui-là. Alors Richard, là on a un jeune marathonien, 23 ans, hein, donc C'est bien, c'est l'âge que j'ai commencé, j'en suis pas mort. voilà. C'est Non, bien, Richard. c'est vrai, souvent dans le discours on entend dire il faut attendre pour monter Et son c'est marathon. l'excès qui est pas bon, mais en Voilà. faire un voire deux à 23 ans, c'est possible. Voilà, donc, On fait plein de testostérone à cet âge-là, voilà. mince alors. Je fais Cheverny et Berlin, donc un en avril, avril. l'autre en septembre, donc c'est raisonnable à 23 ans. Voilà. Il n'y a aucun. Bon, il n'y a personne qui nous écoute, je vais lui dire, bon, c'est entre nous. Tu sais combien j'en ai fait, moi, la première année à 23 ans? Oh, t'as dû en faire 5 ou 6 au moins 5. Ouais, c'est ça. 5. Ouais. Mais je savais pas qu'il fallait pas en faire beaucoup, c'était marqué nulle part, il n'y avait pas ouais. des chats de vidéo comme ça. Bah ouais, On était en Mais 1980. t'as essuyé les pattes aussi, Dominique. 2-3 ans plus tard, je me suis opéré les tendons d'Achille. Mais Ouais. au 5e, j'ai battu mon record, 2h14. Mais non, mais à pas conseiller. Donc, Ouais. mais c'est bien de voir des jeunes qui veulent un Ouais. peu aussi s'investir dans le marathon. Voilà. Alors n'oublie pas, Richard, de faire de la qualité, si tu peux faire de la piste de temps en temps, etc. Voilà, ne tombe pas dans le marathon et dans l'ultra, dans l'endurance à tout prix. Tu es jeune, donc il faut garder tes qualités de vitesse. Ouais, c'est ça. Il faut faire des allers-retours entre le marathon et puis les distances plus courtes, et puis ça permettra de développer, d'entretenir les qualités de vitesse pour la suite. Paula Radcliffe préconise de courir son marathon avec des portions en VMA. Qu'en pensez-vous? Alors, si c'est la vitesse qu'on réalise sur des séances de VMA, non. Alors j'ai déjà tout de entendu suite. ça, c'est-à-dire tu vas te faire 400 mètres à fond et après tu cours de doucement. Ouais, je pense pas que je connais personnellement Paula Radcliffe. Déjà, elle le faisait pas elle-même. Elle le faisait pas. Non, Donc, ouais, il y a eu une mode. Enfin, il y a eu des gens. Chacun veut lancer un peu son empreinte. On accélère et puis on récupère. Voilà. Non, je crois que. Faut rester simple. On a une allure de croisière, on essaie de la respecter et puis c'est ce qui a fait ses preuves. Je prends tellement l'exemple de la voiture. Moi, vous roulez doucement, vous faites plus de kilomètres. Si au feu rouge vous accélérez comme un dingue, vous allez moins loin que c'est tellement évident tout cela que. Alors, la masse de coureurs densité que je vois sur les vidéos me fait peur. Ah, donc elle dit déjà voir des images du marathon de Paris, donc peur de ne pas atteindre son objectif. Alors oui, ça peut bouchonner un petit peu. Ça, c'est sûr qu'au marathon de Paris, les grands marathons comme ça, autant à New York, les avenues sont larges, à Paris, ça peut un peu bouchonner, c'est un peu stressant, voire frustrant de ne pas pouvoir de slalomer entre les gens. Le marathon de Paris est victime de son succès et la rue de Rivoli n'est pas bien large non plus. Donc, à vous de partir dans le bon sas, de bien vous mettre avec le meneur d'allure qui va faire un peu le gendarme devant vous. Pas évident à gérer, donc ne partez pas trop derrière quand même. Mais comme on disait tout à l'heure, pas de panique non plus. Les 5 premiers kilomètres, ils sont un peu plus lents. La mise en action, ça va remplacer le footing, l'échauffement. Donc voilà, il ne faut pas non plus stresser. Moi, je connais plein de gens qui ont battu leur record sur le marathon de Paris. Donc avec la densité, la foule, ça n'empêche pas de le faire. T'as rendez-vous pour boire une bière avec. Alors c'est François, je connais, donc très sympathique. Tu peux y aller. Bien, D'en dessous. Alors ensuite, on prend une question. Alors, on va aller un peu du côté. Il y en a qui. Est-ce qu'il y a des parkings de prévus pour les. Bah non, il n'y a pas de parking de prévu. 40 000 personnes, si vous venez tous avec votre voiture. Je ne sais pas s'il y aura les particules là-bas, mais non, toutes les voitures impaires et paires seront interdites certainement. Donc, non, il n'y a pas de parking. Là aussi, c'est à vous d'anticiper comment venir sur le marathon. Voilà, vous venez en métro, vous essayez de vous garer dans des rues adjacentes, mais attention à l'organisation. Alors là, il y a une question, je ne sais pas, tu connais, toi, tu l'as déjà fait, faire Montréal. Alors le marathon de Montréal, je l'ai fait. Pas, personnellement. Mais... c'est Tahiti tout simplement, c'est au mois de février. Alors le côté symbolique encore anecdotique de ma carrière, je l'ai fait pour mes 42 ans et 195 jours. C'est beau ça, hein. Donc le marathon de Montréal à Tahiti, alors vous démarrez à 4 ou 5 heures du matin, vous démarrez de nuit à 6h, 6h30 ou 7h du matin, ça y est, vous avez déjà fait votre marathon. C'est un marathon touristique, hein, il fait une chaleur humide, lourde, voilà, mais je crois que je vais le refaire l'année prochaine. J'ai eu l'organisateur, donc je retournerai bien. Ouais, je l'ai fait 2 fois le marathon de Montréal. Donc, mais là-bas, on ne va pas à Montréal pour faire le marathon parce que déjà, je ne sais plus combien d'heures de vol. Donc rien que l'aller-retour. Alors pour finir, on va reprendre 2 ou 3 questions là pour finir le chat. Donc là, il y a Matoudou qui nous demande, je prépare Vannes, donc on est chez Oversim, hein, nous y sommes, Plescope, c'est à côté de Vannes. Voilà. Le matin de la course, je peux manger jusqu'à un demi gâteau sport.
Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Après, si quelqu'un a un bon appétit, oui, on peut aller jusqu'au demi-gâteau. Hein. Il y a pas. Voilà, entre un tiers et un demi gâteau sport, ça c'est pas de problème. Pas de souci. Hein. Et puis, comment dire, au niveau de la digestion, ça passe très bien. Il n'y a aucun problème. Ouais, c'est le point fort du gâteau sport, Ouais. c'est que c'est digeste et que vous pouvez le prendre 1 heure et demie à 2 heures avant l'épreuve. Donc ça, c'est le point fort du gâteau sport. Et la veille, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, peut-être que Madoudou est arrivé un petit peu en retard. Ben, la veille et l'avant-veille, hein, le malto, voilà, hein, fini la pasta partie où on se prend 3 assiettes de pâtes. Tu iras peut-être à la pasta partie du marathon de Vannes, tu prendras juste une petite assiette tout simplement, mais on te conseille le malto dès le jeudi. Voilà. Donc fais bien attention à ton alimentation la dernière semaine. Alors, j'ai eu une question, moi, qui n'a pas été traitée là, mais c'est un internaute qui me l'avait donné ce matin en message personnel. Il voulait qu'on évoque les pièges à éviter la dernière semaine. Ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il est important de se mettre au repos, d'oublier un peu la course à pied, et puis si on court 1 ou 2 fois dans la semaine, rester sur vraiment des allures qu'on appelle d'endurance fondamentale. Hein. On est vraiment la petite promenade, tranquille, sans effort, et puis comme tu disais tout à l'heure, on ne dépasse pas 3/4 d'heure, ça suffit amplement en quantité d'entraînement, quoi. Allez, il y a Nodel là. Nol dit marathon de Fribourg démarre à 11 heures du matin. Est-ce que ça change beaucoup de choses? Alors 11 heures, ça va encore parce que tu vas pouvoir dormir un petit peu plus. Hein. Tu vas te lever peut-être à 7h30, 8 heures pour un marathon 11 heures. Où c'est plus problématique, c'est ce qui s'était passé au Mont-Saint-Michel, c'est quand vous faites, c'est très rare, hein, un marathon à 16 heures ou 17 heures. C'est-à-dire vous avez toute la journée d'attente et là les gens sont perturbés. Pourtant, ils font souvent leur entraînement en fin d'après-midi et ça va perturber les gens de faire un marathon à 16-17 heures. D'accord, on se lève, on déjeune et après on fait quoi? Le midi on fait quoi? Et on attend et on attend voilà. Donc alors 11 heures du matin, c'est une bonne heure. Tu seras très bien réveillé musculairement. Donc voilà, tu te lèves à 7h30, 8 heures, tu déjeunes et tu attends le départ. Et puis, ce qu'il faut savoir que physiologiquement et puis au niveau hormonal, plus on avance dans la journée et plus les différentes fonctions se réveillent, se mettent au maximum de leur puissance, on va dire ça comme ça. Et donc, au contraire, hein, à 11 heures, normalement, comme tu dis, on est mieux réveillé, le corps est plus prêt à l'effort qu'à 7 heures du matin, quoi. Allez, Maclab, je bois en moyenne 2 litres d'eau par jour. Estro. On l'a dit tout à l'heure, le principe, hein, tu fais pipi blanc, si tu fais pipi blanc, bah, c'est bon. Hein, alors 2 litres, c'est bien. Puis en entraînement, c'est raisonnable. Hein. À ça, je suppose, il ne compte pas l'alimentation, le café le matin, etc. Il comprend l'eau aussi. 2 litres, c'est déjà beaucoup, c'est bien. Hein, c'est bien, voilà. 1,5 litre, moi je dirais 1,5 litre, il faut déjà boire sa bouteille, voilà. La récupération d'après le marathon, on l'a dit tout à l'heure, Gel de La Rochelle, tu ne fais rien, ça y est, les jeux sont faits, pendant une semaine, tu laisses tomber la course à pied et tu reprends gentiment la semaine d'après un véritable entraînement qu'au bout de 3 semaines, un mois, pour reprendre un entraînement pour visager autre chose. Alors, petite question bête, mais concernant les produits Oversteam, il y a beaucoup de goût. Hein. C'est vrai que la gamme des produits est riche en termes de parfum. Est-il possible de tester les différentes saveurs la veille de... Alors, oui, enfin tester. Il voudrait faire Non, le stand n'est pas un salon de dégustation. Ils sont la tête dans le guidon, nos petits vendeurs de chez Oversteam. Non, là aussi, c'est à toi de tester ça avant. Je l'ai dit, la fameuse longue sortie à J-15, c'est là que tu vas tester tes gels et la saveur de tes gels. Alors, si tu as peur, bah, tu restes assez basique, quoi. Alors, on va prendre une dernière question, on va finir donc avec Maclad. Je fais mes sorties longues le dimanche vers 5 heures du matin. Bon, c'est bien ça, 5 heures, je dis bien. Et je constate que mes allures sont moins bonnes qu'à d'autres heures. Bah oui, c'est normal, c'est ce que je disais. Aussi, tout à l'heure, tu me réveilles à 5 heures, je ne vais pas courir très vite. Donc, par contre, il y en a un autre, là, Nini, bonjour Nini. Elle les fait l'après-midi. Peut-on les faire l'après-midi? Oui, bien sûr. Là, c'est l'inverse, musculairement, tu es bien réveillé. Ne vous posez pas trop le chou avec tout ça. Si tu t'entraînes à 5 heures du matin, ta longue sortie sera moins rapide, mais tu vas quand même brûler tes graisses, etc. pendant 2 heures. Donc, si tu es quelqu'un du matin et que tu as une journée professionnelle derrière, c'est déjà bien de faire tes longues sorties. Voilà. Alors, un petit peu la diététique, Guillaume, de la viande le samedi soir ou seulement des pâtes. Allez, si tu peux éviter la viande, évite la viande, mais tes pâtes, ça pourrait suffire. Voilà. Ouais, il faut essayer de manger assez light quand même. C'est pas là qu'on fait vraiment ces réserves.
Eh ben, Maclad et Nini nous disent merci. Si, On va les remercier aussi. Au plaisir de les rencontrer lors de la conférence à Running Expo le samedi, donc 5 avril, hein, et pas en mars, parce que sinon c'est un peu loupé. Et la conférence commencera à 14h30. Hein. Alors, on sera à 14h30. Moi, je serai aussi sur le village. Vous pourrez venir me poser des questions dès le jeudi après-midi, vendredi et samedi, hein, sur le Running Expo Porte de Versailles. Voilà, donc on est là à votre disposition. Hein. N'ayez pas peur de venir nous voir. Vous nous embêtez pas. On est là à votre service. Et puis, il y a eu un petit concours hein, sur la page Facebook d'Oversteam. J'avais une photo. Il y avait une photo. On voyait un coureur. Il y avait des gazelles qui étaient devant lui. On savait pas si c'était une photo truquée ou pas. Et c'était quel est ce coureur? Ce coureur, c'était moi, en effet, lors d'une course au Kenya. Donc Frédéric Candas, tu as gagné, tu vas recevoir ton pack Oversteam directement chez toi. Bravo à Frédéric Candas d'avoir... Et puis si tu veux aller au Kenya avec moi l'année prochaine, tu viens Frédéric, pas de problème. Tu les verras en vrai les gazelles. En tout cas, merci à tous. On vous le répète, les jeux sont faits. Soignez les petits détails. Vous avez tout fait pour. Voilà, donc on vous remercie encore une fois tous d'être venus sur le site Oversteam. Merci à toi, Gilles. Merci Dominique. Et puis on se croisera lors du marathon. Et puis comme tu dis, c'est avec plaisir qu'on répondra directement aux questions de nos chers coureurs. S'ils nous croisent dans les allées, n'hésitez surtout pas à venir nous voir. Et puis je pense que j'aurai ma veste bleue, donc facile à repérer. Voilà. Allez, vive le running. Bonne soirée à tous. Bon marathon à tous. Au revoir.